Lego, rien que ça. Alors Lego, bien sûr, c'est un grand sujet, hein, donc je vais pas non plus... je vais essayer d'aller être, comment dire, le plus, la plus précise possible. Et surtout, je vais parler de mon point de vue, en fait, parce que bien sûr, c'est très 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 subjectif. Donc Lego, j'aime bien le voir comme une chimère. Ce mot m'a très tôt marqué. Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu ce mot chimère, c'était dans le film Mission Impossible 2, il me semble. Au bout d'un moment, il parle de ce mot, il dit ce mot chimère. Et je me rappelle que j'ai bugué ce mot. Je me suis dit, quoi? Et j'arrivais pas à le comprendre. Et plusieurs années après, donc j'ai su que c'était voilà, ces créatures mythologiques, fabuleuses, donc des fables, tout ça. Mais ça restait encore un peu flou. Je me suis dit, bon, ok, c'est des créatures, un peu comme les griffons, ce genre de truc, d'accord. Bon. Mais ça restait quand même encore un peu là. Je me suis dit, mais chimère, ça, je sais pas, ça me parle. Il y a des mots comme ça qui restent bloqués. Et j'ai compris plus tard pourquoi ça m'avait autant marqué. C'est parce que j'avais pas fait le lien à l'époque, parce que je connaissais pas encore ce mot vraiment trop de l'ego. On parlait d'ego, genre avoir un ego surdimensionné, tout ça, mais voilà, on l'associe à l'orgueil. Et c'est quand j'ai vraiment commencé un peu plus à m'intéresser à ce sujet, donc à travers le développement personnel au début, tout ça, la spiritualité et tout, donc j'ai découvert un peu plus ce mot qui revenait encore et encore. Et c'est vraiment en faisant le rapprochement avec... je vais en parler, je pense, tout à l'heure. Non, je crois que je parle pas de ça. Mais à chaque fois, j'aime bien prendre l'exemple des contes. euh, Parce que cette chimère, l'ego, en fait, on aime bien dans les contes l'associer aux créatures comme les dragons, par exemple. Vous savez, dans les contes de fées, avec le prince qui va aller délivrer la princesse et qui doit combattre le dragon, ou dans les mythologies avec tel ou tel héros qui doit combattre une créature comme l'hydre de Lerne, euh, voilà, ou le minotaure, ou ce genre de choses. Mais en fait, ces créatures-là parlent de cette part d'ego en nous. Et donc l'ego, en gros, c'est quoi? C'est un animal dompté, euh, qui veut pas mourir en fait, qui est en survie. Et, euh, et j'ai eu envie aussi de parler de ça, et j'ai eu vraiment cette image aussi euh, un animal blessé. C'est en faisant un rêve, il n'y a pas longtemps. J'ai rêvé justement que j'étais face à une... alors, pour le contexte, il y avait plusieurs personnes sur plein d'animaux. Il y en avait un sur un ours, un autre sur un... Je sais plus quel animal, un lion ou autre. Et moi, je suis face au mien. En gros, je descends de mon animal. C'était un lion à la base, qui après se transforme en lionne, bon, bref. Et, et là, d'un coup, je vois qu'il cherche mon attention. Et je vois qu'il est pas bien, tout ça. Et je regarde de plus près. Et je vois qu'en fait, la lionne est complètement éviscérée, tout, surtout tout le corps, et qu'on peut voir tout à l'intérieur. Et qu'elle était déjà blessée, que je l'avais déjà la recousue, tout ça, soignée, mais qu'il y avait une grosse ouverture sur le flanc que je n'avais pas vue. Et je la voyais blessée comme ça, qui me demandait de l'aide. Et j'avais de la peine, mais la peine pour elle. Et en me réveillant, j'ai compris en fait que c'était... Enfin, en tout cas, j'ai fait ce lien-là. Moi, c'était une évidence. Que c'était cette partie d'ego en moi, qu'en fait, qui était blessée et qui me demandait de l'aide. Parce qu'en fait, elle n'avait pas envie de mourir. Parce que l'ego, souvent, on le voit comme cette créature monstrueuse, méchante, qu'on doit tuer, machin. Et, euh, et c'est pas pour rien, je pense qu'à notre époque, on commence un peu à s'intéresser à tous les méchants dans les films, qu'on essaie de les comprendre. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas méchant sans raison. On ne fait pas du mal sans raison. On n'est pas violent sans raison. Et donc, euh, et donc j'ai compris qu'en fait,
c'est juste un instinct de survie énorme et qui avait rien vraiment de méchant en soi. C'est juste que l'ego, il fait ce qu'il peut pour survivre. Et cette partie d'ego en nous, quand elle nous dit de faire ci, faire ça, nous crée des angoisses, c'est parce qu'en fait, elle pense nous protéger. Ah, fais pas ci, tu te rends compte ce qu'ils vont dire de toi, ça va être la honte. Ah non, fais pas ci, tu risques de souffrir, mais fais pas ci. En fait, c'est tout le temps la peur qui le motive. Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'empathie envers cet ego et de me rendre compte qu'il n'y a pas vraiment à le combattre. Faut le comprendre comment il fonctionne et essayer de le rassurer, me dire bon d'accord, ok, je sais que t'as peur, je sais, bon, je t'ai entendu, mais bon, moi je vais plutôt écouter mon cœur. Mon cœur, voilà, il me donne pas de raison de pourquoi, du comment, mais il me guide. Et voilà, c'est pas que toi tu as tort, mais voilà. Et donc, comme là je l'ai marqué, donc c'est la peur qui le régit. La peur, donc la peur fondamentale, c'est quoi? C'est la mort. Hein, la mort, mais un sens très large. Hein, c'est la mort dans le sens de la fin de quelque chose. C'est la mort de quelque chose qui est inconnu. Si je termine ça, qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Euh, si je retire cette partie de moi, si je me désidentifie de ça, qu'est-ce que je suis? C'est le vide, c'est cette peur du vide, de l'arrêt, qu'il n'y ait plus rien. Si je ne suis pas ça, je suis qui? C'est pour ça que quand on parle d'un ego surdimensionné, les gens s'identifient à leur apparence, s'identifient à leur carrière, s'identifient à leur bien matériel. Parce que sans ça, qui je suis, en fait, ça fait extrêmement peur de se poser la question. Donc j'ai fait aussi le lien avec les personnalités énéagrammes, parce que je trouvais ça intéressant de parler de cette partie-là. En énéagramme, on a la partie instinctive. Dans l'énéagramme, en gros, pour faire rapide, on a trois parties. On a la partie émotionnelle, qu'on pourrait associer par exemple au cœur, à l'âme. La partie plus mentale, qu'on pourrait plus associer à l'esprit, à l'intellect. Et la partie instinctive, donc le corps, la volonté. Et je trouve que l'ego fait plus partie de ça. En fait, l'ego est plus dans le corps, en vérité. Les traumatismes, les peurs sont ancrés dans le corps. Et c'est en fait en écoutant son corps, en libérant des choses à travers le corps, qu'on se libère peu à peu, en fait, de l'emprise de l'ego. L'ego devient de plus en plus petit, il prend moins de place. Il reprend sa place, en fait, de, de serviteur. J'aime bien prendre aussi l'exemple du cheval de trait pour, pour l'ego. Parce que l'ego, c'est un peu ce cheval indompté. C'est-à-dire que si tu ne le dresses pas, bah, il part dans tous les sens, il a sa liberté, c'est lui qui décide. Or, l'ego doit supporter, doit conduire euh, l'esprit, l'âme. C'est un serviteur en fait. Et donc, non, c'est mal branché. Non, c'est bon. Et donc, quand en fait il sert l'âme, bah, c'est pas, faut pas le voir comme un esclave, mais plutôt comme le cheval de trait quand il fait son travail, il est content. Enfin, j'imagine, je sais pas dans sa tête. Mais c'est comme un chien qui va être content de servir son maître ou quoi. Enfin, quand il est bien traité et qu'il a un but, qui sert, bah, il est content, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu ça, en fait. Si on ne remet pas cet ego à sa place, là où il devrait être, bah, ça part dans tous les sens, en fait. Donc là, j'ai fait le rapprochement avec les trois types énéagrammes, donc le type 8, 1 et 9. Donc le 8, c'est vraiment la partie vraiment brute, en fait, de l'ego, si on pourrait faire le rapprochement. Donc là, j'ai mis peur de sa propre vulnérabilité, de sa faiblesse. Il ne supporte pas être faible. Hein. Le type 8, on reconnaît vite le type 8, je trouve, c'est qu'ils sont souvent très binaires, en fait. Souvent, le type 8, c'est tu es contre moi ou avec moi. Tu vois, tu es mangé, c'est être mangé ou manger. Voilà, ils sont souvent un peu comme ça. C'est vraiment le côté brut de la partie de l'ego. C'est vraiment le côté instinctif. Voilà, c'est cette partie très très forte. On les reconnaît bien, les 8, hein, ils ont une énergie très très puissante.
Après, on a le type 1 de l'autre côté. Lui, c'est tout le contraire, il est dans le contrôle. Il faut mesurer les choses. Voilà, le pour, c'est un peu le juge, lui. Tu vois, il essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, quelle est la meilleure solution. Lui, il supporte pas l'échec. Faire mal les choses, le chaos, l'incohérence, le désordre. Il faut que les choses soient bien faites. Tu vois. Alors on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, tac, tac. Il est beaucoup dans la maîtrise, comme ça. Là où le 8, il explose, tu vois. C'est genre la personne, le 8, alors, qui est en voiture et qui on lui fait une queue de poisson ou quoi aux caisses, il sort de la voiture, il va défoncer le gars. Tu vois. Le 1, il va lui arriver la même chose, il va serrer les dents, il va dire bon, allez, on se maîtrise, c'est pas bien. Allez, non, il y a des gens qui nous regardent, non, c'est pas bien de taper les gens, faut suivre les règles, gna gna. Il va tout garder, tout contracté comme ça. C'est pour ça ils sont souvent très contractés, les types 1. Ils ont un corps très rigide parce qu'ils gardent toute cette énergie de 8 en eux, en fait, cette énergie instinctive. Et au milieu, on a le 9. Et le 9, lui, justement, c'est celui qui va être un peu dans le non-agissement. C'est-à-dire que lui, il va dans la non-violence. Non, il prend pas de décision. Là où le 8, il va agir instinctivement. J'agis pas. C'est un bouton on-off. Le 1, il va réfléchir un peu, machin. Bon, allez, il va mesurer les choses. Le type 9, non, il choisit pas. Il choisit de pas choisir, en fait. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a peur de souffrir. Il a peur qu'en agissant, en fait, choisir, c'est mourir en quelque sorte. Parce qu'en choisissant un chemin, en choisissant un comportement, comment dire, tu renonces aux autres. Et le 9, pour lui, renoncer, c'est mourir. Euh, Choisir, c'est trancher. Donc c'est, euh, quand on voit au niveau de l'étymologie des mots, euh, trancher, c'est associé à la notion de naissance. Donc ici, il y a une naissance, il y a une mort aussi. Donc le 9, vraiment, il a cette peur de l'abandon, de la mort, de la déconnexion. Lui, il a besoin que tout soit harmonieux, soit dans l'unité, dans l'un. Donc il va pas agir, il va voir les choses dans son ensemble, il veut comprendre tout le monde, aimer tout le monde. Mais ce qui peut le rendre un peu passif, en fait, il va se déconnecter totalement, lui, de son instinct, justement. De son instinct de survie, euh, là où le 8 va confronter genre sa peur, le 1 il va essayer de maîtriser, contrôler sa peur. Le 9 lui, il voit même pas la peur. Il veut pas la voir. C'est pour ça que souvent, le 9 peut tomber dans des addictions pour justement ne plus ressentir quoi que ce soit. Donc là, on a trois manières de gérer l'ego. Donc même si on n'est pas ce type-là, on peut être d'autres types dans la sphère mentale ou émotionnelle, on a quand même ces types-là en nous. Que ce soit à travers notre type, notre point d'intégration, notre aile, ou même sans ça, c'est quand même en nous. On a toutes les personnalités en nous, mais à différents niveaux. Il faut voir en fait lesquelles on maîtrise, lesquelles on maîtrise pas, celles qui nous font peur, celles qu'on ne comprend pas. Et on comprendra mieux justement comment on fonctionne, comment on voit justement la peur, comment gérer aussi cette peur. Euh, et donc ça permet aussi de mieux comprendre aussi les autres. Et donc d'être moins dans ce jugement, dans cette réaction, et de prendre du recul. Ensuite, oui, donc j'ai parlé des perspectives limitées. C'est-à-dire que oui, forcément, donc comme on est d'un point de vue de l'écho, de l'instinct, les choses sont limitées. On voit les choses par rapport à notre point de vue, donc c'est très subjectif. Ce qu'on pense être objectif pourtant. Des fois on se dit mais non, mais c'est comme ça, la vie c'est une jungle, il faut se battre. Pour nous c'est objectif, c'est comme ça. Parce que c'est notre manière de fonctionner, c'est notre propre filtre. Et donc là oui, je reviens aux trois types. Donc comme je disais, le 8 c'est plutôt le guerrier, là où le 1 c'est le juge et le 9 c'est le médiateur. Voilà, on a trois types de fonctionnement. Donc si on pouvait encore associer, là où je parlais tout à l'heure du corps, du cœur et du mental, à travers les trois types énergrammes, on peut refaire ce truc-là à travers les trois types instinctifs. Donc le guerrier sera plutôt le corps, justement, du côté instinctif brut. Le 1, ce serait plutôt le mental, l'esprit.
peut-être sexué et qui essaie de comprendre les choses, mais qui peut créer aussi beaucoup de tension. Et on a le médiateur qui lui est plus dans le cœur, qui essaie de trouver un juste milieu, un compromis, qui veut pas justement agir, qui veut juste que les choses soient bien comme elles sont. Et donc pourquoi j'ai parlé de faire le bien, là, faire le bien, de faire ce qui est juste, tout ça, parce qu'en fait l'ego pour lui, ce qu'il fait c'est bien. C'est-à-dire que même des personnes horribles dans l'histoire, faire des choses horribles, pour elles, à un certain niveau, même si elles savent que ce qu'elles font, c'est, ça peut être vu comme mauvais, c'est violent, pour elles font le bien. C'est-à-dire que euh, c'est une personne, par exemple, on peut prendre des grands dictateurs ou des tueurs en série, enfin des trucs très violents. Pour eux, c'est le bien dans le sens, c'est la meilleure chose que je puisse faire, c'est la meilleure chose possible que je peux voir. Parce qu'en fonction de notre vision, plus notre vision va être limitée, plus cette notion de bien ou mal va être aussi très limitée. C'est-à-dire que je fais ce qui est bien, ce qui est juste par rapport à ma perspective. Donc je ne vois pas les autres possibilités. Donc le guerrier, lui, il fait les choses, il fait le bien en combattant le mal. Le 8, il ne supporte pas l'injustice, par exemple. Donc pour lui, il va y avoir des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Bon, ça, c'est la version la plus brute et la plus... Alors, attendez, j'ai mon chat gratte à la porte. Voilà, c'est mon chat. Alors, je vais essayer de faire court, mais ça va être dur parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai encore plein de slides. Mais en gros, bon, pour faire un peu plus rapidement, voilà. Donc, on a le juste, lui, enfin, le juge qui, justement, le juge qui veut faire les choses justes. Donc, lui, il combat le chaos. Il fait ce qui est juste. Voilà. Le médiateur, lui, il maintient l'harmonie. Donc il va faire les choses avec plutôt prudence, sagesse. Lui, il va plutôt combattre. Enfin, lui, il va plutôt fuir le combat, justement. Donc on a trois manières, encore une fois, de gérer ou de notre ego. Donc je reviens à ce truc de binaire. Voilà, l'ego est très binaire. Voilà, c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est injuste, c'est méchant, c'est gentil. Ça paraît un peu bébête, mais c'est vraiment ça. Et il y a des gens qui sont vraiment convaincus de ça. Et c'est leur réalité. C'est comme ça. Et ils vont te dire, oui, mais si t'es dans la jungle, il faut que tu te nourrisses, c'est comme ça. Il faut bien que tu trouves à manger, sinon tu meurs. Enfin, et souvent, les personnes comme ça qui sont très dans l'ego vont donner des exemples très caricaturales. Voilà. Mais si t'es sur une île déserte, tu vois. Par exemple, moi je sais que comme je mange pas de viande, j'ai déjà eu ces trucs-là de oui, mais si t'es sur une île déserte où tu peux manger que du poisson, t'as pas le choix. Oui, mais bon, pour que je me retrouve sur une île déserte, faut vraiment que. Voilà. Voilà, souvent il y a ce truc très extrême. On va toujours donner l'exemple qui va te mettre dans une situation de faiblesse, parce que l'ego ne supporte pas avoir tort, il ne supporte pas remettre en question. Voilà, il est bah, l'ego du lion, hein. L'ego, c'est vraiment le lion. C'est-à-dire que le lion, le soleil, c'est aussi bien cette énergie d'amour, ce centre, cette énergie de Dieu, mais à son opposé, si on revient à ces énergies binaires, bah, c'est l'ego, l'orgueil, moi, je suis au milieu de tout le monde, c'est moi qui brille. Donc il y a plusieurs manières, encore une fois, de voir les choses. Donc là, j'ai parlé du déclencheur de l'ego, c'est l'injustice. C'est pas juste. Mais souvent, c'est pas juste pour lui. Oui, mais tu te rends compte, c'est pas juste. On doit partager notre argent, mais on doit partager les machins. Mais voilà, c'est souvent pas juste de son point de vue, par rapport à ses croyances, ses valeurs. Donc là, comme je l'ai mis, il est dans le corps. C'est la réaction, c'est-à-dire qu'il réfléchit pas. L'ego, il va pas te chercher une réponse un peu philosophique. Non, c'est pas juste. Point. J'aime pas ça. Je ressens un malaise dans mon corps, c'est pas cool. J'aime pas. C'est inconfortable et je veux vite m'en débarrasser. Voilà, il veut vite se débarrasser de son inconfort. J'ai faim, il faut que je mange. Je suis fatiguée, il faut que je dorme. Je suis frustrée, il faut que j'assouvisse mon désir.
Voilà, il n'y a pas de ah peut-être que je ressens ça parce que non, il n'a pas le temps. Il est dans l'instant présent, il est dans la réaction. Voilà, comme j'ai mis, sa réponse vient des tripes du corps. Euh, Pourquoi j'ai parlé de labyrinthe des enfers? Bah, c'est par rapport à, vous savez, l'histoire du Minotaure. Quand le Minotaure est dans un labyrinthe. Bah, le Minotaure, justement, cet être mi-humain, mi-taureau, dans un labyrinthe. Et qu'est-ce qui ressemble à un labyrinthe à l'intérieur de l'être humain? Bah, le système digestif, la partie la plus instinctive du corps. Quand le ventre va pas bien, qu'on digère pas bien, on ne peut plus réfléchir. Il n'y a pas de oui, je prends du recul. Non, t'as mal, t'es pas bien. T'es dans. Voilà. Et donc, si tu arrives à bien maîtriser tes tripes, ton corps, à bien savoir ce que tu dois manger. Pourquoi aussi les intestins, l'estomac, tout ça? Parce que c'est relié au plan mental. Comment on pense, comment on ressent les choses, comment on voit les choses. Si, par exemple, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais mangé et juste après, au lieu de prendre le temps de bien digérer, donc d'assimiler les informations, bah, j'étais dans une énergie un peu effervescente comme ça, je parlais, j'étais à fond, et ça m'a contracté comme ça, sans que je me rende compte, le corps. Mais j'avais des douleurs aux intestins juste après, qui a duré des heures. Parce que justement, il faut réussir à assimiler, intégrer les informations tranquillement. C'est-à-dire que si en ingérant une information, qu'elle soit l'alimentation, une information qu'on va entendre ou voir, ça va agir sur le même endroit, sur les tripes. Et donc, si on n'est pas bien à ce niveau-là, ça parle d'un manque d'assimilation, qu'on n'a pas pris le temps dans le calme, d'assimiler les choses. Non, on était dans la réaction, la contraction, la maîtrise. Et donc, justement, quand on apprend à maîtriser cette partie-là, on apprend à écouter son corps, à apaiser son corps, là, on peut accéder un peu plus facilement à l'esprit, au cœur, à mieux s'écouter, à prendre de la distance et donc faire en sorte que l'ego ait moins d'emprise. Parce que quand on souffre, alors là, l'ego, c'est lui qui prend les commandes. L'ego, il est à son paroxysme quand il souffre. Donc justement, le but, c'est de réussir à comprendre sa souffrance, à réussir à voir qu'est-ce qui déclenche les souffrances, à faire ce travail en fait avec la souffrance. Donc là oui, comme j'ai mis cette notion de binarité, donc avec le type 8, j'avais mis donc le bien versus le mal, la justice, l'injustice. Le 1 sera plus, donc, comme j'avais dit, l'ordre, le chaos, le pur, l'impur. Là, ce qui est propre, pas propre. Le 1 en général, il parle beaucoup de cette notion un peu comme ça, de ce qui est propre, pas propre, c'est sale, c'est. Il y a un peu cette image, bah, comme j'ai mis, du prêtre en fait. Ce qui dit ce qui est pur, impur. Et le 9 sera plus l'amour versus la haine, la paix, la violence. Voilà, on est plus dans cette énergie de Bouddha. Voilà, c'est très caricatural, mais c'est pour comprendre en fait les archétypes. Donc là, oui, donc j'ai parlé de survie. Donc quand on parle d'écho, on parle d'instinct de survie très fort. Donc là, j'ai mis des images comme le requin, le crocodile, parce que ça fait vraiment appel. On le voit dans nos rêves, souvent quand on rêve de ce genre de choses, c'est que j'ai déjà fait des rêves avec des requins, des crocodiles, des trucs comme ça. C'est vraiment une partie de nous, très instinctive, qui se réveille, en fait. Et pourquoi cet animal plutôt qu'un autre? On dirait oui, mon rêve animaux est un instinct de survie. Oui, mais c'est par rapport à notre inconscient. Encore une fois, l'ego, c'est de l'ordre de l'inconscient. Qui va utiliser des images qui nous parlent ou ça à nos tripes. On va pas réagir pareil face à un crocodile et un requin que par rapport à, je sais pas, un autre animal qui aurait aussi un instinct de survie, genre, je sais pas, un renard. Je pense que la peur n'est pas la même. Voilà, la réaction n'est pas la même. Donc, j'ai parlé aussi de conservation. Mais ça, c'est par rapport à, dans l'énéagramme, encore une fois, c'est qu'on parle de trois instincts en énéagramme, c'est toujours par trois. Euh,
on a l'instinct de conservation, qui est donc lié au corps, l'instinct sexuel ou intime, qui est plus lié à la connexion aux autres, on va dire l'amour, pas l'amour avec un grand A, mais l'amour plutôt de, oui, par rapport à l'âme, quoi, la connexion. Et on a l'instinct de social, donc qui est plus lié à notre image, aux relations avec les gens, où on se situe dans la société, etc. Et là, on est vraiment dans cet instinct pur de conservation dans le corps. Donc c'est le monde matériel, c'est tout ce qui est lié à l'argent, la sexualité, la nourriture, la famille, mais dans le sens ma tribu. Voilà, l'instinct, l'ego, il est vraiment de est-ce que tu fais partie de ma tribu? Après, ça va dépendre ce qu'il va mettre sur le mot tribu. Est-ce que ça va être lié à sa façon de penser? Est-ce que tu penses comme moi? Ou est-ce que tu viens de la même ville que moi? Le même pays que moi? Est-ce que tu me ressembles physiquement? Chaque personne après vont mettre des étiquettes différentes sur ce qu'ils considèrent comme des gens faisant partie de leur famille. Il y en a qui vont dire non, la famille c'est le sang. Point barre. Il y en a qui vont te dire non, mais la famille c'est les gens que tu choisis. Voilà, ça va être très, très différent d'une personne à une autre. Donc c'est tout ce qui est lié au confort aussi. Comme je disais, l'ego n'aime pas souffrir, donc il aime bien être confortable, avoir assez de nourriture, être en bonne santé, avoir des gens sur qui compter. Voilà, il faut qu'ils se sentent en sécurité. C'est très très important. Dès qu'ils sont plus en sécurité, là l'ego il part dans tous les sens. Et donc j'ai mis aussi une phrase de Friedrich Nietzsche, ouais, peu à l'accent, qui parle lui de volonté de puissance. Alors c'est toujours la même chose mais avec des mots différents. Donc lui il parle de volonté de puissance. Euh, donc lui il parle de ça comme l'essence la plus intime de l'être. Intime dans le sens où c'est ce qui est le plus caché, le plus profond en soi. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est pas vraiment ce qu'on est profondément, mais c'est ce qui est profondément ancré en nous. C'est la différence en fait. C'est-à-dire que c'est pas qui on est en essence, en vérité. C'est-à-dire que quand on quitte notre corps, et quand on est ouais, on est plus dans ce corps, qu'on est vraiment détaché de tout ça. Notre ego, lui, il est là parce il est incarné, parce que il a besoin de survie. S'il n'y a pas besoin de survie, il n'y a pas besoin d'être là en fait. Il a aucun. Mais c'est tellement ancré à l'intérieur de nous, dans notre corps, c'est tellement caché qu'on s'en rend même plus pas. Merde. On s'en... on s'en rend même plus compte en fait. C'est instinctif. Voilà. C'est ça l'inconscient en fait. C'est instinctif, on le voit même plus. Mais on pense en fait prendre le contrôle. C'est ça qui est super drôle avec l'ego, quoi. L'ego, il croit tout savoir, tout gérer. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ah oui, donc comme je le disais aussi dans les contes, c'est ce fameux gardien, en fait. Pourquoi il est aussi laid? Pourquoi il fait aussi peur? Mais parce qu'il veut pas qu'on l'approche. S'il est magnifique, il est joli, bah, tout le monde va vouloir lui faire un câlin. Tout le monde va vouloir s'approcher, le dresser. Mais non, il va pas. J'ai un petit peu cette image des Gremlins, en fait. On a d'un côté, on a Gizmo, qui est tout mignon, tout gentil. Lui, on le maltraite comme pas possible parce que justement, il est fragile. Et t'as les Gremlins, mais eux, c'est impossible de les gérer. C'est ils sont insupportables. Bah, en fait, c'est ça. C'est cette partie-là. En fait, à la base, on est un être comme Gizmo, parfait, tout mignon, fragile. Fragile parce que dans un monde pas fait pour nous. Mais en vrai, c'est un peu comme un enfant, en fait. Un enfant, il paraît fragile, tout ça, mais il est d'une force et d'une résilience pas possible. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fois, euh, l'âme, l'essence de qui l'on est d'une puissance extrême, mais dans sa vulnérabilité. Et justement, quand on ne suit pas les règles, quand on, comment dire, quand on va chercher au plus profond de nous ce qui est caché, ben, on retrouve des petits gremlins partout.
Voilà, mais c'est pas ce que l'on est, les gremlins. C'est cette partie de nous qui est ingérable, qui ressort quand on n'a pas suivi les règles. Donc pas donner à manger après minuit, pas le mouiller. Voilà. Donc là, j'ai marqué comme quoi c'était repousser le danger. On les voit dans les églises, par exemple, les gargouilles. Les gargouilles sont dehors dans des églises pour justement repousser le mal par leur laideur, par leur aspect effrayant. Euh, voilà, ils sont dressés pour protéger le territoire. C'est un peu comme un chien de garde en fait, qui peut être tout adorable, tout mignon quand tu sais le dresser, quand tu sais comment dire, quand après à le dresser, il est calme, il n'y a pas de danger. Dès qu'il y a un danger, il sort les dents. Et là, il fait tout pour te faire peur en fait, mais pour t'éloigner. Et en fait, c'est ça. L'ego, quand ils sont attaqués, il sent que tu es en train de. Tu viens sur son territoire, bah il attaque. Il fait pas ça par méchanceté, il fait ça parce qu'il se sent attaqué. C'est ça la différence. Et c'est aussi cette partie virile quand on parle de cette virilité. En fait, cette virilité, qu'on trouve aussi bien vrai chez les hommes que chez les femmes, mais qui est plus accentuée chez les hommes, en fait, c'est cette partie de l'ego qui veut pas mourir. On associe beaucoup les hommes à la virilité. Mais en fait, c'est encore cette part-là d'ego qui ne veut pas mourir, qui a du mal à partir. Et oui, mais si je suis un homme sans virilité, je suis plus un homme. Ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. C'est que l'homme, pendant longtemps, s'est identifié à sa virilité, cette partie animale, instinctive, et se dit, mais si je suis plus ça, mais je suis quoi? Bah, c'est justement toute la question. Tout ce travail-là. Pourquoi justement dans les histoires, les contes, souvent ce sont des hommes qui font ce travail-là. Parce que c'est les hommes qui se sont beaucoup identifiés à cette part animale. Et les femmes ont plus subi. Voilà, la femme dans les contes, c'est cette partie féminin, cette âme en fait. Et le prince, le chevalier qui vient vers la princesse, c'est celui qui doit combattre justement ce dragon en lui. Tout est imagé en fait dans les contes, tout se passe à l'intérieur de nous. Mais il doit combattre cette partie-là, cette virilité en lui, qui considère être lui, et qui emprisonne en fait. Et là, en fait, l'homme est à la fois, dans notre société, le dragon et le prince. C'est-à-dire à la fois celui qui veut protéger les femmes, mais en même temps qui l'enferme dans cette tour. Parce que si elle se réveille, elle va mettre en lumière en fait cette partie-là du prince. Et si elle se réveille, ça veut dire que le dragon il est mort. Et le dragon il veut pas mourir. Il veut pas mourir, il fait tout pour. Donc il fait tout pour montrer au prince que non, 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 je suis toi en fait. Je suis. T'as vu comment je suis fort, comment je suis. Hein, t'as vu? Non, si je meurs, tu seras un petit prince fragile et tout, et puis t'as la gonzesse qui va être là, et tu ne seras pas le maître de ta vie, il faudra faire des compromis. C'est un peu caricatural, mais c'est ça en fait. C'est ce truc-là. Donc c'est cette, comme j'ai écrit, cette pulsion de puissance martienne. C'est Mars qui veut pas écouter Vénus. Sauf que Mars, quand il s'est lié à Vénus, bah ça crée Mercure. Et Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est Hermès, c'est le messager des dieux, qui peut faire le lien entre le ciel et la terre. Mais tant que Mars ne s'est pas euh, vaincu lui-même, parce qu'en vrai, Mars voit du danger partout, comme l'ego voit du danger partout, mais le vrai danger, le vrai monstre, il se situe à l'intérieur de lui. Et tant qu'il ne se sera pas vaincu lui-même, bah il ne pourra pas aller vers ce féminin, qui est aussi en lui, hein. Et il ne pourra pas faire le lien entre le ciel et la terre. C'est comme son cœur restera bloqué, en fait. C'est comme si le cœur était une sorte de porte, et lui il restait enfermé dans le corps, donc dans ce labyrinthe, Miro, avec l'esprit, et la lumière, et toute l'information qui est là. Et il peut même pas y avoir accès parce que le cœur est bloqué.
il ne veut pas, parce que le cœur c'est le féminin, donc c'est non, je veux pas aller vers ce féminin, je vais mourir si je me dissous dans ce féminin. Oui, cette part d'ego va mourir. Et c'est ce qui va, dans la matière, engendrer qui va créer un enfant en fait. Quand le masculin, quand on prend les choses d'un point de vue biologique, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, et en plus on a vu récemment que c'est en fait, on pensait que jusqu'à maintenant c'est le spermatozoïde qui choisissait l'ovule, mais en fait c'est le contraire. C'est l'ovule qui accepte ou non si le spermatozoïde entre. Et c'est justement quand le spermatozoïde meurt à l'intérieur de cet ovule que la naissance d'un enfant arrive. Mais, mais c'est très très dur de se dire qu'on va mourir dans ce féminin euh, sans savoir ce qui va renaître derrière. C'est l'inconnu, encore une fois, qui fait extrêmement peur. Je voulais faire aussi le rapprochement avec les Templiers. Euh, Parce que les Templiers, c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu ces gardiens du cœur. C'est cette partie-là de l'ego maîtrisé. Voilà, on a ce rapport à la libido, donc la pulsion sexuelle, qui passe de cette pulsion à cette dévotion spirituelle. Le Templier maîtrise cette force créatrice sexuelle pour l'utiliser pour une chose beaucoup plus grande, pour défendre en fait Dieu en fait. Il met au service sa libido, cette pulsion, au service de Dieu. Donc sa pulsion se dissout en fait dans ce féminin, dans son cœur, et il se dévoue corps et âme à Dieu. Donc il maîtrise donc ses bas instincts, comme je l'ai écrit. On dissout la volonté de vengeance. Encore une caractéristique de l'ego, c'est la vengeance. Hein. Tu m'as fait du mal, t'es un méchant, je vais me venger. Pour ouvrir le cœur, le courage, c'est ça. Hein. Le courage des guerriers. Le véritable guerrier, c'est pas celui qui combat, qui est le plus fort, côté sanglant et j'ai le plus gros épée. Non, en fait, s'ils ont une épée, s'ils ont une épée, les Templiers, comme les samouraïs ou n'importe quel. N'importe, là. Ah, désolé, ça avait coupé. Oui, donc comme je disais, les Templiers, les samouraïs, c'est juste des cultures différentes, des époques différentes, en tout cas, mais c'est la même chose, c'est juste que le style, l'outfit a changé, mais c'est toujours la même chose, c'est l'archétype du guerrier qui maîtrise cette épée, cette force sexuelle, et qui la met au service de Dieu. Normalement, un véritable guerrier, en termes d'archétype, peu importe le style de guerrier, hein, samouraï, templier ou autre, il ne doit utiliser son épée que dans une extrême urgence, enfin vraiment quand il ne peut rien faire d'autre. Mais à la base, il n'est pas censé l'utiliser à tout va. C'est vraiment une protection qu'il a vraiment en dernier recours. Mais c'est à la base, c'est un protecteur. Un guerrier, c'est un protecteur. Il est là pour protéger les gens. Il est au service des gens. Il n'est pas là pour sa propre glorification personnelle, me regarder comme je suis fort, regardez. Non, il utilise cette puissance pour protéger les autres. Voilà, il est au service. C'est pour ça qu'il s'agenouille pour être adoubé, tout ça. Tu vois si c'est le bon terme. Parce que justement, il doit dissoudre son ego. Il n'est pas censé avoir un ego démesuré, normalement, le guerrier. Non, il s'agenouille auprès de son véritable maître. Donc dans les contes, dans les films, dans la mythologie, tout ça, ce sont des rois. Mais le roi, c'est quoi? Le roi, c'est l'archétype même du Seigneur, de Dieu, hein, on en revient toujours au même. Donc il doit être au service de Dieu et protéger
le trésor, du trésor. Pareil, on aime bien dans les légendes parler de trésor, d'argent, d'or. Mais le véritable trésor, c'est quoi? C'est la connaissance. Ah oui, parce que l'or, c'est quoi? En alchimie, l'or, c'est le soleil. Et le soleil, c'est quoi? Bah, c'est Dieu. Voilà. J'ai fait le rapprochement aussi avec Saint Christophe, pour ceux qui connaissent. Euh, Pareil, Saint Christophe, pour la faire courte, c'est un homme qui a porté le Christ quand il était bébé pour faire traverser une rivière. Bah, en fait, c'est ça. C'est cet ego, cet homme, au service du Très-Haut, du Christ. Le Christ, c'est le cœur, en fait. Hein. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Hein. Et en plus, c'est marrant que ce soit un enfant. Vraiment, l'enfant, en astrologie, c'est le lion, le soleil. Voilà, cette partie du cœur, le centre. Voilà. Il porte le Christ. Et, euh, et c'est ça, en fait, la véritable notion, c'est de souffrance. C'est-à-dire que l'ego, il peut souffrir et voir ça comme un destin tragique et dire oui, mais la vie, ce n'est que souffrance. Il faut, il faut tout faire pour pas souffrir. C'est un peu comme disait, je crois que c'est Schopenhauer qui disait que la vie, bah, aussi entre ennui et souffrance. D'un certain point de vue, oui. Mais d'un autre point de vue, cette souffrance doit être sublimée et être au service. C'est-à-dire que on ne peut pas éradiquer la douleur, la souffrance, tout ça. Mais on peut l'utiliser, en fait, soit pour soi-même, tout faire pour ne pas souffrir, avoir assez d'argent, assez de confort, faire en sorte que personne ne puisse mal nous parler, avoir assez de vocabulaire, de connaissances, un certain statut social, tout faire pour se barricader comme ça, pour éviter de souffrir, soit au contraire, lâcher tout ça, revenir au cœur et être dans la vulnérabilité, c'est-à-dire dans cette reconnexion au cœur, se dire oui, je vais souffrir, mais je sais pourquoi je souffre. Je souffre parce que je serre en fait mon cœur. Je souffre, mais comme Saint Christophe avait souffert parce que le poids du Christ était tellement lourd à la fin, ça devenait dur. Mais c'est une souffrance parce que tu portes un poids énorme et plus tu ouvres ton cœur et plus ton cœur prend de la place, plus il devient lourd et ton ego devient tout petit et donc ça devient de plus en plus dur de tracter cette charge. Mais tu sais que que c'est pour un bien, quoi. C'est un bien précieux. Tu fais tout pour pouvoir le protéger, ce trésor, ce cœur. Voilà, donc c'est à la fois tu portes un enfant, tu dis bah c'est léger un enfant, oui, mais le poids de ce qu'il représente, c'est lourd. Parce que voilà, c'est comment dire, bah, l'enfant c'est l'avenir, hein. Ça fait un peu phrase toute faite, mais c'est cet avenir-là, tu portes tout l'avenir de l'humanité. Hein. Euh, Là, pour l'exemple du Christ, on peut dire oui, mais ce n'est qu'un enfant. Oui, mais vous voyez ce qu'est devenu après cet enfant, comment il a changé l'humanité. Et bien, porter un enfant, c'est ça. C'est se dire en portant cet enfant, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait devenir cet enfant. Il pourrait changer la face du monde. Donc c'est une sacrée responsabilité. Et même si on n'est pas tous amenés à devenir des Jésus, on a tous notre part. On a tous ce poids en nous, cette responsabilité de se dire oui, ben j'ai quand même, si je suis quand même ici aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Et plus on prend conscience de ça, et plus la responsabilité elle est lourde et elle fait peur. Donc j'ai fait le lien aussi avec le Seigneur des Anneaux, avec cette fameux anneau donc, qui est l'ego, qui est la tentation. Frodo qui est donc l'enfant, ce Christ, on pourrait l'associer au Christ,
et Sam qui est lui ce protecteur. Donc c'est cette part de l'homme qui est sans ego, justement, qui ne se laisse pas tenter par l'anneau, mais qui est au service non pas de l'ego, mais de l'enfant, ou du cœur. Donc je trouvais ça beau aussi à faire ce rapprochement. Donc là, on en revient à la vulnérabilité. C'est cette vulnérabilité. Encore une fois, on peut voir les choses de manière différente. Soit être vulnérable aux tentations, être vulnérable à la vulnérabilité de l'ego, soit la vulnérabilité de lâcher en fait cette armure et revenir au cœur. Donc oui, on a l'impression d'être fragile comme un enfant, mais on est aussi fort comme un enfant. Voilà. C'est revenir en fait aux racines même des choses, faire preuve d'humilité. Humilité vient du mot humus, donc de la terre. Revenir vraiment à la terre. Et la terre, c'est une énergie féminine. Là, revenir à la terre, au cœur. C'est toujours la même chose. Donc là, oui, là, j'ai parlé d'ego qui enlève son armure. Parce qu'il pense que ça le protège, mais en fait, ça l'enferme, ça l'étouffe. Pourquoi aujourd'hui on étouffe? Pourquoi aujourd'hui on est mal? Il y a autant de gens qui font des dépressions, des burn-out. Il y a autant de problèmes liés aux maladies mentales. On parle de charge mentale. Mais parce que là, l'ego, il en peut plus. Il étouffe. Il s'est tellement mis de carapace qu'il lâche tout. Et la dépression, c'est un moyen de dépressuriser tout ça. On enlève la pression, on lâche tout. Là, tout le monde est en train d'enlever son costume et se dire mon Dieu, mais je suis pas mon costume, je suis qui? Et ça crée un petit moment de vide comme ça. Et ça fait peur. On se dit je sais plus qui je suis. Voilà. Donc pendant un moment, on va errer comme ça. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Tant qu'on n'aura pas trouvé cette raison de vivre. Moi, je sais personnellement que j'ai déjà fait une dépression. Parce que justement, j'avais joué un costume pendant trop longtemps. Et j'ai réussi à sortir de ma dépression le jour où j'ai trouvé une raison, ma raison de vivre à moi. Que d'un coup, paf, cette lumière à l'intérieur de moi s'est allumée. Je fais, c'est ça que j'aime bien. C'est ça je me retrouve là-dedans. Et d'un coup, tu respires de nouveau. Mais il y en a pour qui ça dure 1 an ou 2. Il y en a pour qui ça dure 10 ans. Il y en a pour qui ça dure des décennies. C'est jusqu'à qu'on réussisse à trouver en fait cette raison de vivre. Et donc on en revient à la foi. La foi, c'est quoi? C'est cette confiance absolue dans cette flamme, dans ce cœur ce cœur christique, ce cristal. Et une fois qu'on a sa raison de vivre, on se rend compte que ça revient à cette responsabilité. On a cette responsabilité de donner l'exemple. Pas pour que tout le monde soit comme nous au niveau de la forme, qui doit faire tout comme nous, penser comme nous, mais montrer l'exemple de regardez, c'est par là qu'on doit aller. Il faut être maître, comme je l'ai dit, de son propre royaume. Pas essayer de jouer à un jeu d'être quelqu'un d'autre. Pas essayer de faire comme ci, comme ça, jouer tel personnage. Non mais il faut faire tel métier, c'est bien. Non mais il faut avoir tel vêtement, telle réputation. Non, tout ça c'est de l'extérieur. Il faut revenir à l'intérieur. Avoir confiance dans ce cœur. Avoir confiance dans le plan de Dieu, en fait. Et se rendre compte, en fait, qu'on a une promesse à tenir. C'est-à-dire qu'on a fait une promesse en venant ici,
cette terre. Parce qu'on a fait une promesse à notre cœur. Et on peut avoir ce moment de tristesse. On est en dépression par exemple. Parce que consciemment on sait qu'on n'a pas écouté notre cœur. Qu'on a failli à cette promesse. Et le but c'est de retrouver, de se rappeler quelle était cette promesse à la base. Pourquoi je suis venue ici? Je suis pas venue ici pour juste amasser des richesses, avoir une bonne réputation et je sais pas, et mourir. Non, je suis bien plus que ça en fait. Et donc on vient tracer notre propre chemin. Voilà, on dégage la route pour faciliter le voyage vers le royaume du roi, le royaume de Dieu. Et si chacun trace sa propre route, là récemment j'ai vu le film The Wicked, ou Wicked, avec ces fameuses routes jaunes encore une fois, ces routes dorées qui amènent au château, au royaume. Et si chacun trace cette propre route, au final il n'y aura plus qu'une grande vallée et puis on va dissoudre en quelque sorte ce fameux labyrinthe. Bien sûr, ça n'enlève rien au travail intérieur. Comme j'ai écrit, il faut dompter quand même son propre cheval. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la route qui est dégagée,